Je cherche à faire une peinture tragique, mais qui ne soit pas triste. Traduire l'insoutenable. Magnifier la laideur. Magnifier la laideur. Faire du beau avec du lait. Pablo est mort. Federico est mort. Nous sommes sur la fosse en commun, au cimetière de Trebujena, ma ville natale, épicère de mon père. En 1936, comme tout le monde le sait, on a eu la guerre civile en Espagne. À Trebujena, ils ont fusillé 105 ouvriers. Ici, c'est le nom de mon père, Marciano Galafate Pinteño. Tout à coup, dans le vide glacial, j'ai entendu des coups de feu. Le peloton d'exécution venait d'assassiner 5 de mes compagnons, 5 ouvriers de la CNT. Les corps furent jetés dans la fosse commune, fosse de l'oubli. L'exécution et la fosse furent servies gratuitement. C'est ce qui est écrit sur le registre du cimetière de Saragosse. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio. Todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. La guerra d'Espanya m'a laissé que j'ai pas eu de jeunesse. Des femmes, on n'en parle pas beaucoup de leur misère qu'ils ont passée et leur vie qu'ils ont vécue. Parce que ceux qui étaient restés avec leurs enfants, fallait bien s'en occuper de leurs enfants, fallait bien les nourrir. Et la peur dans le ventre parce que le mari il est au front. Mais on les voit, le fusil à la main, en train de tirer, patati patata, mais on ne parle pas de la retaguardia, yo no sé cómo se dice, los que quedan detrás. Est-ce qu'elle a souffert, maman? Bon, ça serait maintenant à faire un machin, il y aurait l'homme, on questionnerait l'homme sur la guerre, patati patata, mais on ne dirait pas. Et vous, pendant la guerre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté chez vous? Mais on ne demande pas qu'est-ce que vous avez souffert de votre vie. Alors. Je dis bien et je mesure bien mes mots, je les pèse bien. L'horreur, c'est l'oubli des enfants et des femmes. C'est ça qui a été l'horreur. Plus que tout. Un jour, une mère raconta à son fils quelque chose qu'il lui avait toujours caché, elle et son père. Lors des élections du 16 février 1936 en Espagne, les patrons et aussi le curé, à qui le père obéissait toujours, lui avaient remis un bulletin de vote pour le parti de droite, la CEDA. Mais comme à cette époque le fils militait dans les jeunesses socialistes, il leur avait donné lui aussi un bulletin pour le Front populaire. Ils avaient passé plusieurs jours dans l'angoisse devant ce dilemme. D'un côté, l'obéissance séculaire au maître et à la religion, et de l'autre, la demande d'un fils qui parle d'exploitation et de révolte, quelque chose qui leur fait peur et qu'ils ne comprennent pas bien.
Enfin, la veille du scrutin, les pauvres parents décidèrent de voter, un pour la droite, l'autre pour la gauche. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Joven guardia, el burgués insaciable y cruel, joven guardia, no le des pan ni cuartel en la lucha final que comienza en la revancha de los que hacían pan. Y en la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Joven guardia, Nací el 30 de mayo de 1918. Je suis née en 1918, dans des circonstances particulières, parce que mon père était anarchiste. Et quand Alfonso XIII s'est marié, lors du défilé, un bouquet de fleurs fut lancé sur la reine Victoire Eugénie. Et dans ces bouquets, il y avait une bombe. Et comme c'était un anarchiste qui l'avait lancé, et que mon père était anarchiste, mon père a été poursuivi. Mais il est mort très jeune. Et nous, on a dû se défendre toute seule dans la vie. Moi, à 14 ans, j'ai commencé à travailler et déjà, j'ai commencé à militer dans les jeunesses communistes. JSU. Et je suis encore. Et moi, la JSU, je l'adore. J'ai exposé ma vie pour elle et je continuerai à l'exposer toute ma vie. Et quand je chante la jeune garde, je suis la reine des reines. Au début, je ne savais ni lire ni écrire. J'ai appris beaucoup plus tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà. Moi, j'avais 13 ans. C'était en 1931. Je me rappelle que ça faisait 4 ans que je travaillais et je manquais un jour le travail. Alors que je montais la rue d'Atocha, je fais demi-tour parce qu'il y avait beaucoup d'agitation. C'était une manifestation avec les drapeaux républicains. Et moi qui travaillais en haut de la rue d'Atocha, je me suis dit, moi là, je pars avec eux. Et je ne suis pas allée travailler. Et voilà, c'était parti. Ça a été mon premier contact avec la République, la manifestation. Et ainsi passait le temps. En 1934, ça a été la mobilisation des mineurs d'Asturiens. Cette révolution-là, et il y avait beaucoup à faire. Bref, les filles jouaient avec les garçons, mais moi, j'ai toujours aspiré à en savoir plus que ce que je savais. 3 messieurs âgés parlaient de ça sur un balcon, des Asturies. Est-ce que ça vous dérange si je vous écoute? Et c'est comme ça que je suis entrée en politique. J'avais 18 ans quand la guerre a éclaté. On parlait beaucoup de ça et il s'est formé des brigades mixtes. À Pacifique, qui est maintenant un quartier de Barcelone. La 49e brigade mixte. Et moi, comme j'y avais déjà travaillé de 13 à 16 ans ou 17 ans, on m'a chargé de diriger une trentaine de femmes pour la confection d'uniformes de la 49e brigade mixte. Soumis depuis des siècles aux forces conjointes de l'Église, de l'armée et de l'État, nous avions sur les épaules des années d'ignorance et de préjugés. Le peuple était tenu dans l'analphabétisme et l'inculture. Seules les classes supérieures, riches, pouvaient prétendre à l'instruction nécessaire à tout être humain. À partir de 14 ans, je me suis mise à militer à la CNT. C'était en 1934. C'est à partir de là que ça a posé des problèmes avec mes parents.
Avec l'éducation sexiste et rétrograde de l'époque, cela se comprend. 8 siècles d'occupation mauresque avaient contribué à rendre la condition féminine proche de l'esclavage. Elle privilégiait l'homme tout-puissant. Le mâle pouvait tout. Il était impensable qu'une femme s'occupe des questions politiques et sociales, comme on dit. Depuis l'enfance, on nous avait élevés dans l'obéissance et la soumission. On devait être bonne épouse et bonne mère et s'occuper uniquement du travail de la maison et des enfants. Mais nous sommes nombreuses à être sorties du rang, après d'autres qui avaient lutté pour l'émancipation féminine et sociale en général. Ma vie est comme tant d'autres. La différence est qu'elle est liée à cette génération de 1936-1939 qui a vécu des moments d'intense émotion et de passion. En 3 ans de révolution, j'ai vécu 20 ans de ma vie. Je dis, et je le répète, ce sont des années que je ne voudrais pas ne pas avoir vécues. Les puissances nazies et fascistes étaient venues non seulement aider Franco à gagner la guerre, mais aussi à utiliser l'Espagne comme terrain d'essai pour tester l'efficacité de leurs armes dans le domaine militaire et psychologique. Ils ont été les premiers à utiliser le bombardement systématique des villes. Les sirènes ont commencé à faire l'appel que les avions arrivaient. Alors mon père, il a pris ma soeur et mon frère. Ils sont partis vers le refuge qu'on avait fait, pas loin de la maison. Et moi, je partais avec ma mère. Mais j'avais mal attaché mes espadrilles, moi. Alors, chaque fois, je marchais sous les cordons, puis je tombais, ces espadrilles catalanes, vous savez. Et donc ma mère me dit, allez, mais attache-toi bien les espadrilles, moi j'avance, et tu me rattrapes. Elle n'avait pas terminé sa phrase quand une violente explosion nous fit sauter en l'air et tomber avec violence contre le sol. Je me suis relevé et je suis allé en courant à la recherche de ma mère. Je l'ai trouvée immobile par terre, avec une pâleur qui faisait peur. Elle tenait ses mains posées sur son ventre. Ses mains se teignaient de rouge. « Maman, maman !» j'ai crié. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Ils mirent ma mère sur un brancard. En partant, elle me regarda avec un sourire divin qu'elle seule était capable d'exprimer, gravant dans ma mémoire cet instant que je n'oublierai jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue, moi, ma mère. Je n'avais connu ma mère que pendant 9 ans. Je la revoyais assise au bord de mon lit et j'entendais sa voix, lisant une histoire pour m'endormir. Ses lèvres sur mon front berçaient mon sommeil jusqu'à l'aube. « Maman, pourquoi cette maudite bombe t'a mise en pièces ? On a pris ton corps alors que tu n'avais que 30 ans. Maxi, mon petit frère, avait 2 ans et Pépita, ma sœur, 4 ans. Ils ne se rappellent pas leur mère. Ils ont grandi sans elle. Ainsi en a décidé le caudillo. Par la grâce de Dieu. Toi, maman qui croyais en Dieu, qu'as-tu fait pour que nous payions si cher ce péché, si tant est que tu aies offensé Dieu ? Le 17 décembre 1937, jour de la fête du village de Guilena, en Andalousie, près de Séville, les nationalistes du village décident d'emprisonner 17 femmes. Leurs hommes, devant l'avancée de l'armée franquiste, s'étaient réfugiés dans les montagnes. Et les fascistes, en enfermant et torturant leurs femmes, espéraient les faire revenir pour qu'ils se rendent. Antonia Macero Navarro avait sa mère parmi elles. Éramos 2 hermanas. Una tenía 2 añitos y yo tenía, me parece a mí que eran 4. On était 2 sœurs. Ma sœur avait 2 ans et moi, je crois que j'avais 4 ans. Ma mère, la pauvre, elle était couchée quand ils sont venus la chercher. Ma mère et ma sœur dormaient en haut et moi j'étais en bas avec une cousine germaine de ma mère. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lit comme aujourd'hui.
Elle ne savait pas où était mon père, alors elle était venue le chercher. Elle devait avoir 25 ans. Elle a beaucoup souffert parce qu'ils l'ont emprisonnée. Elle a avorté. Ils l'ont tondue pour la promener dans Guillena. On lui a donné des purgatifs. J'ai beau avoir un petit-fils curé, je ne peux pas les sentir, parce que les curés ne sont pas des bonnes personnes. Parce que s'ils étaient bons, ils n'auraient pas permis tout ça, car c'est l'Église elle-même qui donnait la purge. Et puis, de la prison, ils l'ont sortie pour la tuer. Ma mère n'était ni communiste, ni rien du tout. Mon père, oui. Et dans la famille de mon père, ils étaient tous communistes. Je ne sais pas s'ils l'ont tué pour ça. À la maison, ils ont tué mon grand-père, mon autre grand-père. Ça a été un carnage horrible. Un frère de l'une des 17 femmes a exécuté sa propre sœur parce qu'on lui avait dit « Si tu ne tues pas ta sœur, c'est nous qui t'exécuterons. » Et ceux qui ont tué ma mère, ils étaient tous d'ici, des villages de Guillena, ni d'Allemagne, ni de nulle part ailleurs. D'ici, tous d'ici. On est dans le cimetière de San José, qui est le cimetière de Serena. Et là, c'est l'endroit où il y a les 17 roses. Dans cet espace, on a trouvé une fosse commune des 17 roses de Guillena. Ce sont 17 femmes entre 24 et la plus vieille avait 70 ans. Ici, ils les ont promenées et tuées sans discrimination. Elles ont été poursuivies à travers tout le cimetière jusqu'à ce qu'ils les tuent. Et selon un témoin oculaire, elles ne résistèrent pas. Ils ont organisé une sorte de chasse. Ils les ont lâchées dans le cimetière et les tuaient une à une. Ici, il y a la mère de Antonia Ramona Navarro Ibanez. C'est la plus jeune, entre 24 et 25 ans. Il y en avait une autre du même âge qui était enceinte. À 2 cousines de ma mère, les ont coupé les cheveux, les ont donné la purge. Vive la République, osèrent dire les paysans. Les bons militaires, comme disait l'évêque de Majorque, se chargeraient de les exécuter. Toutes les nuits, les chemises noires de la phalange venaient chercher des hommes suspects d'être des républicains à leur maison pour les assassiner au lever du jour, près des cimetières. Et ensuite, ils étaient jetés, le sang non encore coagulé, dans les fosses communes. Le curé, chargé par l'évêque d'assister à une telle monstruosité, les pieds dans le sang, distribuait entre 2 décharges les absolutions. On ne savait pas ce que ça voulait dire, ni ceci, ni cela. Par contre, on savait ce que c'était que les fascistes, parce que on était soignés par eux. Vous comprenez? Dans le sens, je veux vous dire. On était gosses, mais ça nous marquait. Parce qu'on disait, on vous amène, il venait la guerre civile, et puis bon, on vous amène pour faire quelques déclarations, et on ne va pas vous garder longtemps. Et longtemps, c'est qu'on les voit toujours pas. Vous comprenez? Mon père, il a continué la lutte. Et puis il m'a pris à moi et à ma sœur et il nous a mis dans la colonie, une colonie qu'il y avait pour les réfugiés espagnols à la Sierra del Ter, à côté de Girona. Et puis mon frère n'a pas pu venir parce qu'il était trop petit encore. Je vous parle de l'année 1937. Alors la dernière fois que j'ai vu mon père, c'est en 1938, quand il est venu avec
avec mon frère, pour laisser mon frère là-bas. Et je ne l'ai plus revu, jusqu'en 41. Jusqu'en 41, je n'ai plus revu mon père. On n'a pas su s'il était mort, s'il était vivant, tout ça. Alors, je ne lui en veux pas, parce qu'il faut se mettre un peu à leur place à cette époque-là. Cette époque, ils avaient aussi cette illusion, ils allaient arranger le monde, ces gens-là. C'était le monde qu'ils allaient sauver. Et ils ne se rendaient pas compte que le monde est trop grand pour nous. Déjà, c'est difficile de sauver une famille. C'était un idéaliste. Et quand la guerre est arrivée, mon père a été le premier à organiser la lutte contre cette dictature qui arrivait. Et je me rappelle, j'étais petit là, il y avait une camionnette qui est arrivée devant la maison et qu'ils ont commencé à distribuer des armes. Et puis, bon, la plupart, ils ne savaient pas s'en servir, des armes. Puis il y en a un qui a tiré sans vouloir, et tout le monde a cru que c'était les fascistes qui étaient là. Alors, tout le monde courait d'un côté de l'autre. Vous voyez, mais ça, je l'ai vu, je l'ai assisté. Al final de la guerra, estuve 8 meses, que las juventudes socialistas unificadas. À la fin de la guerre, quand les jeunesses socialistes unifiées se sont rendus compte que les hommes partaient au front, les plus jeunes comme les plus âgés, car les livrets militaires les y obligeaient encore à y aller, ils demandèrent des volontaires pour être receveurs, parce que Madrid, par manque d'hommes, se retrouvait sans tramway ni métro. Moi, je fais ce métier 8 mois. Depuis quelques mois, il y avait des bombardements énormes sur Madrid, surtout à 5 heures du matin. Elles arrivaient Las Pavas. C'était 3 avions trimoteurs qui nous laissaient complètement défaits. Les derniers jours, toutes les 2 heures, on a eu un bombardement. En janvier 1939, la guerre est perdue pour les républicains. Et environ 450 000 personnes se ruent sur la frontière française. C'est la retirade. Les enfants de la colonie sont acheminés dans des camions vers la France. Mais lors d'un repos, dans une chapelle, un bombardement survient. Les pans de murs qui sont tombés sur nous, sur les enfants. Et beaucoup d'enfants ont été tués. Nous sommes sortis en courant. Et puis, bon, il est vrai qu'au bout d'un moment qu'on courait, eh bien, on s'est arrêté quand même. Et puis, bon, comme le bombardement continuait, puis on a eu peur. Et nous sommes partis. Et à partir de là, nous sommes perdus, tous perdus. Nous faisions partie de ce grand corps humain, blessé et moribond, qui sillonnait la route, laissant derrière des morts, des malades et des blessés dans les fossés. Angèle prend la responsabilité de la fratrie et ils partent à pied vers l'horrible inconnu. Lors d'un passage d'un avion là, qui mitraillait tout le monde, il ne mitraillait pas des militaires, il n'y avait pas de militaires, on était nous, des enfants, des femmes et des vieillards en principe, des invalides aussi. Et puis il y a eu un monsieur là qui s'est mis au milieu de la route là-bas, il s'est ouvert tout, et la poitrine comme ça, exposé la poitrine. Il dit mais c'est ici qu'il faut tirer. C'est-à-dire, il a perdu la raison. Il y avait beaucoup qui perdaient la raison. Papa, il nous aurait fait rentrer dans un trou de taupe. Et bien, en las cantarillas esas, pues allí nos metíamos debajo hasta que pasaban las metralletas, porque pasaban los aviones a gas. Y ya sentíamos el ruido, pues por allí nos metíamos, por donde podíamos. Pourquoi l'aviation fasciste continua-t-elle son action barbare? Il ne pouvait toucher que des gens faméliques,
épuisés de tant marcher, ne sachant pas s'ils avaient un futur. Voir la mort devant soi, j'ai l'impression que nous, on courait comme des lapins. Sur les chemins de l'exil, les mères embrassaient leurs enfants pour les protéger des intempéries, du froid, de la faim, des bombardements et de la mitraille. Mon frère, ma sœur, eux n'appelaient pas leur mère. J'étais le seul à m'en souvenir et je l'appelais dans le silence avec la voix d'un vieillard, car j'avais cessé d'être un enfant à 9 ans. Nous avions tant souffert que nous ne sentions plus la douleur. Sentir la douleur, c'est encore être vivant, avoir un cœur qui bat. Pour nous, c'était le vide total, la mort du corps et un pas vers la folie de l'au-delà inconnu. Nous étions déjà de vieux enfants, sans le moindre sourire, ni la moindre larme. Pourquoi, mère? Pourquoi la vie s'acharne-t-elle sur nous de cette façon cruelle? Pourquoi, mère? Quand on a passé la frontière, je me suis retournée, je me suis baissée et j'ai pris une poignée de terre. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. Je ne le sais pas parce que je ne savais pas où on allait, ni ce qui nous attendait. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Extranjera, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Y así Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste la puerta al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste la puerta al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición.
Et le spectacle est partout pareil. Cris de « Arriba España, Franco, Franco !» Et les partisans juchés sur des camions parcourent les rues en faisant le salut romain et criant « Nous sommes passés !» L'Espagne de l'exil commentait les batailles vécues, les horreurs subies durant ces 32 mois de guerre. Maintenant, même juste après la guerre, les foyers ne sont plus qu'un vivier d'otages de la répression et qui attendent le moment où un individu de la croisade va venir enlever un être aimé pour l'interroger, le torturer et le faire disparaître d'une balle dans la nuque après une promenade. Les militaires fidèles à la République furent jugés pour rébellion militaire et fusillés. Le nettoyage rêvé par la croisade se mit en place sans que personne ne s'y opposât. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, on s'en va en Espagne. Tu vas en Espagne? Où est ta mère? Il appelle à ma mère et il dit, vous voulez aller en Espagne? Vous savez ce qui vous attend? Et c'est comme ça qu'on est resté à Axe. Le destin. Nous sommes à côté de la mine de la Gamonita, la mine qui est à côté du camp de concentration de Castuera. Il a commencé à fonctionner à la fin de la guerre. Et ici, on finit tous les prisonniers républicains du front qui étaient tout proches, d'Estramadour. Il y avait aussi des civils de la région de Castuera et de toute la commune, et de beaucoup d'endroits d'Espagne. Le camp a fonctionné depuis la fin de la guerre jusqu'en mars 1940. On raconte que les prisonniers étaient menottés par la ceinture ou par les poignets. Ils entraient par cette porte, il y avait une trappe, et quand ils marchaient dessus, ils tombaient au fond du puits de la mine. Comme beaucoup ne mouraient pas dans la chute, ils les achevaient avec une grenade. Et ça, ils le faisaient à l'aube, et selon des témoins, le faisaient coïncider avec le passage d'un train pour camoufler les cris. Et d'après certains témoignages, ils obligeaient aussi les prisonniers à jeter par-dessus des gravats, pas seulement dans cette mine, mais aussi dans d'autres. Et tout au long de la dictature, on a toujours continué à y jeter des animaux morts et toutes sortes d'ordures. Des 200 mètres de profondeur qu'il y avait à cette époque, il ne reste que 20 mètres. Ça fait un énorme remplissage. En ces premières années, chaque nuit, il venait lever un groupe de condamnés pour les fusiller au cimetière de l'Est. Tous les jours, sauf le dimanche. Pendant longtemps, je n'ai pu me défaire de cette image. Une femme qui avait parfois le visage de ma mère marchait dans la solitude de l'aube, portant un cercueil sur la tête. Le mois d'août 1939 commença. Un groupe de jeunes femmes, dont 7 mineurs, avaient été emprisonnés dans différents lieux de la prison de Las Ventas. On les accusait d'avoir fomenté un attentat contre Franco, ni plus ni moins. En fait, un commandant, sa fille et son chauffeur avaient été tués par des antifascistes et Franco exigeait en représailles que soient fusillées 60 personnes, 20 personnes par victime. Par ce diktat, il espérait entretenir plus ou moins le désir de soif de vengeance tout à fait patent chez les vainqueurs.
Virtudes, qui a 18 ans, s'adresse à Julia, qui a 19 ans. Allons, Virtudes, tu ne penses pas qu'ils vont nous fusiller parce que nous avons appartenu au Secours Rouge International? Comme tant d'autres et comme toi, ils nous ont enfermés ici parce qu'ils veulent nous faire avouer ce que l'on sait en plus. Conclut-elle, moqueuse. À cet instant, on entend distinctement des pas dans le couloir, un cliquetis de clés, des bruits de serrure. La porte métallique de la grille d'entrée, en s'ouvrant, grince telle une lamentation. Une fonctionnaire s'avance vers les cellules 6 et 7. Elle hurle. « Votre attention! Votre attention !» La fonctionnaire de la mort, pas à pas, s'avance. Elle apporte la mort, déjà coagulée sur une feuille de papier qu'elle tient entre ses mains. Elle déplie la feuille et sèchement, elle dit 2 noms. Julia Conesa, Virtudes González García. Et au même moment, dans différents lieux de la prison, d'autres fonctionnaires réclament la même attention pour arriver au nombre de 13. Ana, Carmen, Martina, Joaquina, Pilar, Victoria, Dionisa, Blanquita, Avelina, Elena, Luisa. Elles commencent à avancer, pas à pas. Qui peut oublier leur pas vers la mort? S'il vous plaît, dites à ma mère que je suis innocente. Une lumière grise grignote la nuit. Dans la prison, personne ne dort. Au loin, on commence à percevoir le sourd et redoutable ronronnement des moteurs, le ronronnement des tragiques visiteurs des aurores. La prison qui se tient murée dans un silence de mort. Les 13 jeunes femmes montent dans le camion démarre. On sait quel chemin il va prendre et à quelle fin il mène. Ya se acerca el alba, comienzan a cruzarse 13 miradas, en plena flor de la vida, rosas bajo su yugo condenadas, 13 risas ahogadas se dejan de oír cuando la noche alargada llega a su fin. 13 símbolos en vida, 13 vidas tras la muerte, 13 miradas perdidas. 13 símbolos en vida, 13 vidas tras la muerte, 13 miradas perdidas, 13 injusticias pendientes. Moi, avec d'autres, on est monté sur les lavoirs pour voir. Il y avait des fenêtres en haut pour voir comment ils les emmenaient dans une camionnette. Et je me rappelle alors qu'entre la prison et le cimetière, il n'y avait pas de maison. Là maintenant, c'est construit. On voyait parfaitement ça me donne la chair de poule. La camionnette avançait. Et soudain, on entendit une voix. Pour moi, ce ne pouvait être que celle de Julia Gonesa. La voix entonna le chant de la jeune garde. Nous sommes la jeune garde qui va forger l'avenir. Et aussitôt, elles se mirent toutes à chanter, et leurs voix se perdirent peu à peu vers le cimetière. Et ces jeunes femmes, on ne les a plus revues. Je vis des choses très fortes qui m'ont marqué véritablement pour toute la vie. Cette voix qui retentit au petit jour. Non, pas à l'aube. Ils les ont tués à 7h30. Mais ils avaient avant fusillé 47 hommes de la Juventud. Et après ça,
était leur tour sur le sang de tous les autres. Una de las muchachas fue la que no dio Une des filles n'a pas reçu de balles. Il y avait une coutume dans la prison qui n'était pas inscrite en tant que loi, mais qui consistait toujours à croire que quand un condamné n'était pas atteint par la rafale de mitraillettes, c'était comme un miracle de Dieu. Et la peine de mort était alors commuée en une peine de prison. Mais cette fille n'a pas reçu de balles. Et c'est la sœur elle-même qui le racontait le lendemain dans les bureaux des prisonnières. Elle leur disait « Mon Dieu, par où je suis passée ?» Et en me regardant, sœur Marie-Thérèse, elle dit « Aucune balle ne l'a touchée. » Et j'ai dû aller chercher un garde civil pour qu'il lui donne le coup de grâce. Le jour de sa mort, Julita avait écrit à sa mère la lettre la plus triste, la dernière, la plus courte aussi. Madrid, 5 août 1939. Mère, petite maman, je m'en vais rejoindre ma sœur et papa dans l'autre monde. Mais souviens-toi que je meurs dans la dignité. Je m'en vais sans pleurer. Il tue une innocente et je meurs comme doit mourir une innocente. Adieu, mère chérie. Adieu pour toujours. Ta fille qui ne pourra plus jamais t'embrasser ni te serrer dans ses bras. Je vous embrasse tous. Que ni toi, ni mes camarades ne me pleurent. Que pour l'histoire, mon nom ne s'efface pas. Ne pleurez pas. Elvira retient ses sanglots. Dos à Hortensia, elle retourne sa valise, fait semblant de la ranger, pour se souvenir de Julita, se souvenir d'elle, pour que son nom ne s'efface pas. Non. Pour l'histoire, le nom de Julita ne s'effacera pas. Non. L'Espagne républicaine avait été effacée. Les républicains se cachaient et les vainqueurs marchaient d'un pas assuré. Jamais, même au bon vieux temps de l'oppression, l'Espagne n'avait été aussi méprisée et humiliée qu'en ce moment. Oui, vous êtes des rouges, il n'y a qu'à vous voir, sales putes. Voilà ce que vous êtes, des putes. Au cri du phalangiste, d'autres s'étaient approchés. Ils commencèrent à les pousser en riant aux éclats. Tous en chœur, ils criaient « Putes, salopes, levez les bras !» Ils leur ordonnèrent de chanter « Cara al sol », l'hymne des vainqueurs. Comme aucune ne le connaissait, ils les giflèrent jusqu'à leur faire cracher du sang. Il m'accusait d'avoir assassiné 14 ou 15 phalangistes et de m'en être vanté. À ce moment-là, j'étais plus que fusillée. Il m'accusait de 40 choses, d'être allée 4 fois à la guerre, d'être une milicienne, et moi je n'y étais pas allée un seul jour. Un sous-lieutenant lisait des accusations au tribunal. C'était un tribunal militaire, dirigé par un colonel. Et le juge, il me dit « Dites-moi si c'est vrai ou faux tout ça ». Il y a toutes ces accusations, comme j'ai répondu « Non, non ». Il m'a tendu une plume et il me dit « Lisez et signez ». Et j'ai pris sa plume et j'ai signé. Et je me suis dit, de toute façon, s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Alors le juge m'a dit, ne vous inquiétez pas, pour aucune de ces choses on vous condamnera. Et ils ne m'ont pas ennuyé. Et à la signature du jugement,
Ils m'en ont mis pour 12 ans au lieu des 30, mais sans aucune date de sortie. 12 ans sans date de sortie. Tu as tout de même envie de savoir quand va arriver ce jour-là. Voilà la fin. Et après, ils m'ont transféré à Tarragone, les Cortes, Barcelone et à Gérone pour tout le restant de ma peine. Si saben qu'on était des gosses, ça y est, ils vous prenaient sans vous juger ni rien. Il y avait personne qui les ont tués sans les juger. Crasseuses, en loques, malades et amaigries, enfermées dans ces caissons pareils à des cercueils vermoulus, elles arrivèrent à Madrid pour être livrées à la prison et à la mort. Cette section était un cauchemar pour les détenus. Plus d'1 millier s'entassaient avec leurs enfants, certaines avec 2 ou 3. L'eau manquait comme partout dans la prison et les enfants souffraient presque tous de dysenterie, en plus des poux et de la gale. L'odeur y était insupportable, le vomi et les selles des enfants collés à leurs vêtements qui séchaient sans avoir pu être lavés. À cela s'ajoutait l'épidémie de teigne. La prison débordée, sordide et misérable. Ce n'était qu'une masse indéfinissable de chair humaine. Une pauvre chair humaine malade, affamée, amoindrie, torturée, souffrant 1000 tourments. La prison de Ventas Victoria Kent l'avait construite lors de la République pendant les fronts populaires. C'était une prison de grand luxe. Bien, c'était mieux qu'à la maison parce que nous, dans notre quartier, on habitait une loge de concierge crasseuse. Avant la loge, on habitait dans une maison, mais ils nous avaient expulsés. En fait, c'était une belle prison. Mais quand on y est retourné pour la deuxième fois, la prison conçue pour 500 femmes, les franquistes y en avaient mis 12 000. Les salles de bain avaient disparu, la salle de spectacle aussi. Tout était fait pour dormir. Tout était dégradé. On dormait entassés, en randonnion. Et quand une se retournait comme ça, toutes les autres étaient obligées de se retourner. Les enfants restaient jusqu'à 4 ans. À 4 ans, s'ils avaient de la famille, bien, ils repartaient dans leur famille. Sinon, celui qui en voulait les prenait. Vous savez bien qu'on a donné des enfants, en disant après qu'ils étaient morts. Et c'est arrivé des tas de fois. Je vis frapper un enfant parce que la mère ne voulait pas parler. Je vis frapper un nouveau-né contre un mur. Quelle douleur pour sa mère. Je vis qu'on leur enlevait leurs enfants pour les mettre dans des orphelinats, pour leur laver le cerveau, pour leur donner un autre idéal, parce qu'ils voyaient bien ce qui s'est passé avec leur mère. Il est impossible de laisser dans l'ombre celles qui, à l'extérieur des grilles, souffrirent de ces mêmes prisons. Les femmes des portes des prisons, les mères. Les mères qui, en liberté, souffraient la même et pire misère que les recluses. Elles qui recevaient tant d'injures et d'affronts et tant de peine en échange de voir quelques minutes l'être aimé. Elles qui auraient vécu plus tranquilles à l'intérieur de la prison. Elles qui savaient le mieux ce qu'étaient les aubes interrompues par les échos des coups de feu provenant des murs du cimetière de l'Est de Madrid. Elles qui savaient le mieux que ces coups de feu signifiaient la fin d'une vie pour des hommes et des femmes, arrachés des prisons, jugés sommairement ou souvent même sans avoir été jugés. Elles qui, telles des ombres, rôdaient aux aurores devant les portes des prisons et des murs du cimetière, et toujours la crainte de découvrir dans les corps des martyrs leur propre chair. Elles, désignées par la fatalité, qui, croisant le regard de leur malheureux enfant, dans une irrépressible impulsion, se précipitaient vers lui, étaient brusquement arrêtées dans leur élan par les gardes menaçants. Si vous faites un pas de plus, on vous met en prison et avec lui au mur. Comment est-ce possible que ces gens puissent se dire chrétiens, alors que les bourreaux du Christ n'empêchèrent pas sa mère de le suivre jusqu'au calvaire, et qu'au final, ils déposèrent le cadavre du fils dans les bras de cette mère? Assurément, ces gens-là sont 1000 fois plus mauvais et cruels que les bourreaux du Christ.
atteignant même le cynisme d'être fier d'être chrétien et fils de l'Église. Je me rappelais alors les rires de la jeune phalangiste du commissariat avec les autres agents, et je pensais que ce ne pouvait être que des rires de hyènes. Des femmes condamnées précipitamment entre erreur et rancune vont être fusillées. Ils vont les exécuter. Ils vont leur enlever la vie, qui, selon ce qu'ils assurent depuis toujours, est l'œuvre de Dieu et appartient à Dieu seul. La capacité du régime de Franco à fabriquer de la souffrance sera une de ses premières orientations, ainsi que l'extermination de tous les opposants. Mais il y a aussi la forte conviction du régime, probablement dictée par l'Église, qu'il est possible de rééduquer les gens par le travail forcé. Par exemple, pour les femmes, dans des ateliers de couture, des ateliers de travail gratuits, en tant qu'esclaves, et pour les hommes, dans des chantiers de grandes infrastructures. Le discours franquiste a une prétention très claire. D'un côté, il y a le fondement idéologique et de l'autre, la tendance à une masculinisation de l'État. C'est créer une nouvelle Espagne autour de l'image de l'homme. On va répudier toute femme ayant un lien avec l'idéologie républicaine. Pourquoi ? Parce que ce que veut le franquisme, c'est une femme apolitique. La femme républicaine est impliquée dans la politique. De ce point de vue, elle représente en soi une transgression au discours franquiste. Lié à l'apolitisme que projette le franquisme, on trouve en parallèle les discours de l'Église catholique qui essayent de les endoctriner en préconisant des valeurs très concrètes. Des valeurs d'abnégation, de pureté, de virginité. Et leur inculque aussi le sentiment de culpabilité. Dans les prisons franquistes, on a un grand éventail de femmes. Des femmes qui sont détenues pour une implication directe dans l'idéologie du Front populaire, les idéologies républicaines, et aussi des femmes qui sont retenues pour une implication politique indirecte que l'on peut appeler le délit conjoint. Payer pour le mari, pour le père, pour l'homme de la famille. Selon la théorie du célèbre psychiatre Vallejo Naveja, la dissidence politique représentait une maladie qu'il fallait soigner. Et pour ceci, il fallait prendre des mesures pour que cette dissidence, en tant que maladie et en tant que pathologie, soit soignée. En 1946, mes parents ont décidé de rentrer en Espagne et je n'ai jamais compris le pourquoi. Parce qu'ils devaient savoir quand même ce qui se passait en Espagne. La version officielle et familiale, c'est que ma mère avait donc une sœur unique qui avait épousé un militaire franquiste. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et ils écrivaient à ma mère en disant « rentrez, on vous aidera ». Et puis le régime franquiste a fait un grand battage. Il voulait absolument que les gens rentrent. Et ça a été un désastre. J'ai passé 5 années de désastre à Madrid. Je savais très bien ce qu'était le fascisme. Et là, j'avais l'impression que j'étais en plein dedans. Le beau-frère de ma mère, mari de sa sœur, qui était militaire franquiste. Et un jour, il m'a emmené sur la grande avenue qui s'appelait la Castellane. Il m'a emmené parce que c'était le défilé militaire de la Victoria, la victoire de Franco. Alors c'était vraiment absolument impressionnant, on était donc sur les bas-côtés. Et au moment où la voiture de Franco arrivait,
Et tous les gens qui étaient là ont crié Franco, 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 ont levé la main droite, salut fasciste. Et moi, j'étais la seule à ne pas lever la main droite. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 15 ans, 16 ans? Ben, je l'ai levée. Et vraiment, ça a été pour moi, ça a été une humiliation extraordinaire. Je me suis dit que jamais plus. Et à la première occasion, je suis partie. Survivre. Folie. Le silence l'entoure. Tomasa n'a pas pu dire adieu à Hortensia. Survivre. Et raconter l'histoire pour que la folie n'accompagne pas le silence. Elle se lève. Raconter l'histoire. Elle se lève et elle crie. Elle crie de toutes ses forces pour chasser la douleur. Elle crie pour remplir le silence avec l'histoire, avec son histoire, la sienne. Tomasa fait 2 pas en avant, tourne, 2 autres pas, revenir. Elle pleure et elle raconte son histoire pour ne pas mourir. Elle marche et elle raconte. J'avais 4 fils et une petite fille. Elle raconte qu'elle avait 4 fils et une petite fille, et que la petite est morte de faim à Los Santos de Maimona. Tomasa hurlera, parce qu'elle n'a pas pu dire adieu à Hortensia. Il l'exécute cette nuit. Elle passera sa nuit à hurler. Elle s'écorchera la voix parce que son devoir c'est de survivre. Tu vivras pour le raconter, lui avaient dit les phalangistes en poussant le corps de son mari dans l'eau. Tu vivras pour le raconter, lui avait-il dit. Ils ignoraient que c'était le contraire. Elle le raconterait pour survivre. Para construir el futuro es necesario conocer el pasado. Pour construire le futur, il est nécessaire de connaître le passé. Et si on ne le connaît pas, il sera difficile de construire une société juste. Et en jugeant les terroristes, ce qu'étaient les franquistes, des assassins, alors on aura une société paisible et égalitaire. Une société plus apte à réaliser ce que nous désirons. Sortez les chaises des cafés, faites briller tous les pavés. Ce sera fête ce jour-là. Et moi, je danserai le flamenco. Picasso sera invité et Casal ressuscité. Et puis, il y aura Federico et tous ceux qui sont morts trop tôt. Luchamos un día y otro día y lucharemos sin parar hasta que España sea la fuente donde brille la libertad. La división de campesinos que en la lucha se distinguió. Vamos alegres a la batalla porque tenemos que vencer. Adelante, campesino, con el pie firme a luchar. Adelante, campesino, viva nuestra libertad. La sangre que roja y proletaria riega las tierras con valor para que al cabo de nuestra guerra triunfe el pueblo trabajador.